Bonjour à tous et bienvenue sur le JT du Coin, l'émission qui récapitule les actus crypto récentes et qui est sponsorisée cette fois-ci par Finst. Ce lundi, Google a publié un papier sur l'informatique quantique qui prouve que la tendance actuelle de réduction progressive des besoins en qubits pour casser les chiffrements modernes continue. L'année dernière, la cryptosphère a beaucoup parlé d'informatique quantique, même si c'était parfois un peu exagéré puisque concrètement, les ordinateurs quantiques qui existent sont encore très primitifs. Mais malgré cela, les progrès réalisés en matière de conception d'algorithmes permettent d'arriver plus loin avec le même matériel. Et alors qu'on estimait il y a encore peu de temps qu'il faudrait attendre 2035 pour voir un ordinateur quantique réellement dangereux, avec les progrès apportés par ce document, il semblerait que l'apocalypse arrive plutôt vers 2029. Comme on peut le voir sur ces graphiques récapitulatifs, les exigences matérielles pour parvenir au même résultat sont de plus en plus faibles et elles pourraient coïncider avec les performances du matériel avant la fin de la décennie. Alors comme toujours, il faut rappeler que ce n'est qu'une estimation, et aussi que les cryptos ne sont pas les seules victimes potentielles. Tous les algorithmes de chiffrement les plus répandus actuellement sont vulnérables à l'informatique quantique. Et si avec l'augmentation du prix de la crypto, elle est devenue une cible de choix pour les premières entités malveillantes qui disposeront de ce genre de capacité, ce n'est pas la seule. Les banques, les infrastructures étatiques, les sites commerciaux, les fournisseurs de mails, rien ne sera épargné. Enfin si, il y en aura qui seront épargnés et c'est ceux qui auront choisi de passer en avance à des algorithmes résistants à l'informatique quantique. Et malheureusement pour la crypto, sa nature décentralisée complique souvent ce processus de changement d'algorithme de chiffrement. Les systèmes centralisés peuvent rapidement se mettre à jour même s'ils le font au dernier moment, voire carrément après les premiers piratages par ordinateur quantique. Alors que pour le Bitcoin par exemple, non seulement ça prendrait très longtemps, mais en plus, beaucoup de vieilles adresses comme celles appartenant à Satoshi resteraient vulnérables. Il est donc nécessaire pour la survie à long terme de l'écosystème crypto de se pencher sur la question avant le jour J. C'est un constat que beaucoup ont déjà fait et il y a donc déjà des travaux en cours sur certains réseaux, mais est-ce qu'ils mèneront à une solution dans les temps ? On n'en est pas encore certain. En tout cas, une chose est sûre, aux États-Unis, ils se préparent. Dans ce manifeste de Trump sur la cyberstratégie de l'Amérique qui a été publié il y a un mois, sur lequel nous avions fait une vidéo dédiée, il était notamment mentionné qu'il ferait la promotion de la cryptographie post-quantique et de l'informatique quantique. Peu importe ce qu'on pense de Trump, et même si la deuxième page semble effectivement avoir été écrite par lui, ce n'est pas le cas du reste du document. Et ce paragraphe, qui n'a pas été écrit par Trump, montre bien que la cryptographie post-quantique n'est pas une lubie de Nostradamus du dimanche. Ensuite, ce rapport parle également d'intelligence artificielle, et c'est un sujet important dans la crypto aussi, que ce soit en ce qui concerne le trading ou la sécurité. Or, coïncidence amusante, après ce rapport ayant annoncé la promotion du développement de la sécurité par intelligence artificielle, Chainalysis a annoncé ce mardi le déploiement d'agents IA servant à faciliter les enquêtes menées par leurs clients. D'après eux, les agents en question sont faits sur mesure pour rester aussi fiables que possible et offrir des résultats auditables grâce à un processus déterministe. Concrètement, ils ont déjà été utilisés pour simplifier des enquêtes portant sur une grande quantité de chaînes d'actifs en fournissant toutes les preuves de leur raisonnement, pour améliorer les alertes fournies par leur système, pour générer rapidement des résumés, pour récupérer facilement des données OSINT, et même pour coder des applications web entières pour les besoins d'un client en particulier sur une enquête en particulier. Un système plein de potentiel qui m'amène quand même à me demander comment ils ont fait pour que ce soit totalement déterministe. Ils le disent ici, il n'y a pas de place pour les hallucinations, et c'est très surprenant puisque c'est la base du fonctionnement de tous les LLM. En tout cas, une chose est sûre, les criminels vont être obligés d'avoir également recours à l'IA afin de continuer leurs activités. La course à l'armement numérique continuera et les seuls qui seront complètement perdants seront les gens honnêtes qui seront plus surveillés que jamais sur les blockchains pseudonymes. Ce qui d'ailleurs ne veut pas dire pour autant qu'ils seront nécessairement mieux protégés. Ce mercredi 1er avril, et malheureusement ce n'était pas une blague, le protocole Drift, plateforme d'échange décentralisée sur le réseau Solana, a subi une attaque qui a trouvé son point culminant aux alentours de 18h heure française. En très peu de temps, ils ont perdu 285 millions de dollars. Alors revenons un petit peu en arrière, parce que cette attaque n'a pas commencé le 1er avril, en fait elle date d'il y a à peu près 6 mois. D'après l'équipe Drift, vers l'automne 2025, des contributeurs du protocole ont été contactés lors d'une conférence crypto par des individus se présentant comme une société de trading quantitatif qui souhaitait s'intégrer à la plateforme. Ils étaient compétents, leur CV était authentique et ils connaissaient bien la plateforme. Et comme de nombreuses autres sociétés du genre, pendant plusieurs mois, ils ont beaucoup discuté de sujets parfaitement légitimes avec l'équipe. Ils se sont incrustés de plus en plus dans la gouvernance du protocole, se sont rendus de plus en plus indispensables et ils ont même déposé $1 million leur appartenant. Ils ont par ailleurs continué de rencontrer l'équipe en personne au cours de multiples conférences crypto. Et pendant ce temps, il semblerait qu'ils aient infecté petit à petit les ordinateurs de certains membres de l'équipe avec des virus, bien que le rôle de ces virus ne soit pas encore tout à fait clair. En arrière-plan, le 11 mars, ils sont passés à la phase suivante de leur plan. Ils ont commencé par créer des adresses sur Ethereum avec de l'argent transmis par Tornado Cash.
Ces Ethers ont été déplacés le lendemain et utilisés pour créer un jeton fictif baptisé Carbon Vote, détenu dans sa quasi-totalité par les créateurs et auquel ils ont donné une fausse apparence de légitimité grâce au wash trading avec quelques milliers de dollars de liquidité. Ce faisant, ils ont établi on-chain pour cet actif un historique de prix aux alentours d'$1 par jeton qui restait stable. Ensuite, entre le 23 et le 30 mars, ils ont préparé leur attaque sur Solana en élaborant des transactions dites annonces durables qui sont conçues pour être publiables plus tard. Enfin, une fois que tout était prêt, ce groupe qui avait réussi à se créer une réputation de fiabilité auprès de l'équipe Drift a réussi à lui faire signer les fameuses transactions préfabriquées, peut-être grâce au virus inséré sur leurs appareils. Et ces transactions, qui semblaient légitimes au premier abord, contenaient en fait des instructions secrètes parmi lesquelles l'insertion de leur jeton CVT dans la liste du collatéral acceptable sur Drift, l'utilisation de son historique de prix sur les marchés dans le système d'Oracle et l'augmentation au maximum des seuils de retrait. Ensuite, ils ont utilisé ce collatéral factice pour vider la caisse et partir aussi vite que possible en supprimant au passage tous les canaux Telegram qui les concernaient et les virus qu'ils avaient insérés dans les appareils de l'équipe. Aujourd'hui, les experts semblent d'accord pour dire qu'il s'agissait encore une fois d'un coup des Nord-Coréens. Mais ce n'est pas vraiment ça qui est le plus intéressant. Car, premièrement, ce comportement suspect a été rapidement détecté par plusieurs spécialistes du secteur. Et deuxièmement, l'attaquant a exfiltré les fonds en grande partie sous forme d'USDC. Ils sont même passés par le CCTP, un pont cross-chain qui est la propriété de Circle, mais Circle n'a rien fait du tout. Alors que la semaine dernière, je vous avais présenté ce cas dans lequel ils avaient gelé 16 portefeuilles dont une part significative, si ce n'est la totalité, sont innocents, cette semaine, lors d'un piratage massif qui ne laisse absolument aucun doute quant à sa nature et qui ne peut en aucun cas être confondu avec une opération légitime, ils n'ont rien fait. Pendant 6 heures, ils avaient le pouvoir de tout arrêter et ils n'ont rien fait. Et le plus drôle, si on peut qualifier ça de drôle, c'est que Circle est ensuite allé justifier son inaction auprès de CoinDesk. Alors que selon leur propre mention légale, ils se réservent le droit de bloquer toutes les adresses qu'ils déterminent comme étant liées à des activités illégales, cette fois-ci, alors que c'était clairement illégal, ils ont préféré ne rien faire parce qu'il n'y avait aucun ordre provenant d'un tribunal ou de la police. Parce que c'est bien connu, quand on gèle les actifs de la Corée du Nord, le gros Kim vient porter plainte contre vous aux États-Unis. Bref, c'est encore un exemple de plus d'un système censé servir à lutter contre les criminels qui fonctionne beaucoup mieux contre les innocents. Et maintenant, comme nous allons passer aux actus sur l'Europe, c'est le moment de vous parler de notre sponsor du jour. Finst, c'est une plateforme d'échange crypto néerlandaise qui a suffisamment d'arguments pour convaincre les nouveaux arrivants malgré le caractère ultra compétitif de ce secteur. Chez eux, vous trouverez plus de 340 cryptos échangeables, des services très utiles aux investisseurs comme les crypto bundles, l'investissement semi-automatisé, le staking. Et en plus, c'est une plateforme dont les frais de trading sont très bas, y compris pour les petits porteurs qui font peu de volume, ce qui mérite d'être souligné, puisque d'habitude, les frais les plus faibles sont réservés aux teneurs de marché et autres utilisateurs particulièrement riches et actifs. Et actuellement, vous pouvez bénéficier d'un bonus de 20 € en Bitcoin si vous créez un compte chez eux en suivant le lien en description. Alors si cette plateforme vous plaît, c'est le moment. En tout cas, retour aux actus avec un discours du 1er avril émanant de l'ami Pierrot, membre du conseil d'administration de la BCE. En visite en Lituanie, il a prononcé un discours qui récapitule plutôt bien le point de vue de l'Union européenne et l'état d'esprit des bureaucrates bruxellois. Comme souvent depuis quelques années maintenant, il a vanté les mérites de l'euro numérique à venir en pointant du doigt la dépendance actuelle du système financier européen sur des éléments d'infrastructure non européens. Jusque-là, rien de très surprenant. Mais ce qui est plutôt amusant, c'est qu'alors que ce discours est conçu pour favoriser l'euro en opposant les Américains aux Européens, on peut réutiliser les mêmes arguments pour favoriser la crypto en opposant l'Union Européenne aux citoyens. Notamment, le premier élément qu'il cite est celui de la menace de la déconnexion. Il explique que la capacité des Américains à déconnecter les Européens du système de paiement représente un levier très important. Or, cet argument s'applique aussi à un système piloté par la BCE qui sera toujours plus à même de permettre la censure arbitraire des citoyens qu'une crypto décentralisée. De la même manière, le troisième mécanisme mentionné explique que les fournisseurs de services dominants exercent leur volonté de manière unilatérale en appliquant des frais et des règles que les Européens ne peuvent que subir. Ce qui n'est pas sans rappeler les normes appliquées par l'Union Européenne que les États membres ne peuvent que subir. Au final, c'est indirectement un but contre son camp, exactement comme ce billet de blog d'il y a quelques jours sur lequel nous avions également fait un article, dans lequel il indique que l'euro numérique est une opportunité pour les banques. Car si c'est une opportunité pour les banques, ce sera beaucoup moins une opportunité pour leurs clients qui continueront de payer toujours autant de frais alors que les banques n'auront pas autant de charges. En tout cas, en parallèle, les banques ne se contentent pas d'attendre l'arrivée de cet euro numérique. Face à l'écrasante dominance du dollar sur le marché des monnaies stables, le consortium Kivalis, qui avait été formé il y a quelques temps et qui est composé de 12 banques européennes, vient d'annoncer que sa monnaie stable certifiée MiCA devrait être lancée au cours du deuxième semestre 2026. Cependant, c'est un projet dont le succès ne dépendra pas que du nombre de banques qui y participent. Il faudrait aussi qu'ils aient une stratégie cohérente et efficace visant à intégrer leur monnaie stable à toute la finance décentralisée, et c'est plus facile à dire qu'à faire.
Sans ça, ils auront beaucoup de mal à s'imposer face aux champions actuels qui sont présents depuis des années et qui ne seront pas délogés par une monnaie stable en euros simplement parce qu'elle est en euros. Trouveront-ils un certain succès ? Je ne suis pas sûr de vouloir parier dessus. Et pour en finir avec les actus de la semaine, nous avons appris que dans 4 jours, la première introduction en bourse européenne réalisée on-chain aura lieu à travers la plateforme française LIS, dont le nom est un acronyme pour Lightning Stock Exchange. C'est une étape importante pour l'écosystème des actifs jetonisiers qui va être franchi et qui, je l'espère, amènera à une nouvelle ère pour les PME qui sont le moteur de notre économie. Et sur cette note positive, je vais donc vous quitter. Bonne fin de week-end et à dimanche prochain sur YouTube.